Donc bonjour à tous, bienvenue à Betalarp. Dans cette session, Muriel et moi allons vous effectuer un retour d'expérience au sujet d'un huis clos que Muriel a organisé et écrite, qui s'appelait Les Fleurs de Mai, et qui a quelques avantages et qui font notamment écho à la présentation de Gilles Kreuplanz autour de la narration commune. Muriel ? Donc c'est un huis clos que j'ai écrit et organisé pour la première fois à la nuit du huis clos de Lille. Je vais revenir là-dessus. Que j'ai voulu faire parce que depuis un an, je m'intéresse à certaines formes qui viennent en particulier du Nordic LARP et à certaines formes de métatechniques. Et donc j'ai voulu l'écrire pour tester ces techniques-là en grandeur nature. Et ce faisant, j'ai découvert quelque chose de très intéressant. C'était une manière de rendre ces techniques-là, qui sont parfois mal connues, très facilement accessibles, puisque dans un contexte avec des joueurs qui ne les connaissaient pas du tout, et même un joueur dont c'était le premier GN, et qui a très bien fonctionné comme ça. Alors, je vais commencer par un rappel de définition. Donc, merci à Gilles d'avoir commencé à rappeler ce qu'était la théorie GNS. Donc ici, je me concentrerai sur le modèle qui est celui du narrativisme et que je définis ici comme une approche du gameplay selon laquelle la priorité est portée sur la création d'une histoire autour d'un thème reconnaissable. Alors, je reviendrai là-dessus de manière plus détaillée. Mais effectivement, la fonction première du narrativisme, ça va être d'être dans la construction d'histoire et surtout dans la construction d'une histoire qui va impliquer tous les participants. C'est ce que je disais en parlant de perception à la troisième personne. Alors je nuancerai un peu là-dessus, on reste quand même dans son personnage, la priorité c'est vraiment l'histoire de son personnage, mais effectivement on va être quand même dans une vision, on va réfléchir aussi à ce que va être l'histoire pour les autres joueurs, comment est-ce qu'on peut faire avancer l'histoire tous ensemble, et là encore, un certain nombre de métatechniques permettent d'y parvenir. Les métatechniques, on entend ça comme l'ensemble des règles et pratiques qui permettent aux joueurs de communiquer dans le cadre du jeu, mais sans en rompre la continuité. Donc effectivement, par rapport à ce que sera une règle du jeu demandant beaucoup de calculs, comme je prends un coup, combien je perds de points de vie, la métatechnique a pour fonction de s'intégrer le mieux possible dans le cadre du jeu et d'essayer d'en briser le moins possible la continuité. Donc pour revenir sur cette expérimentation-là, comme on le disait en annonce, donc c'est un huis clos de format court, qui comprend 8 personnages pour un organisateur, qui se déroule sur un thème justement bien précis, qui est celui de la maison close et de la prostitution. J'expliquerai le pourquoi du choix de ce thème. Et dont la première édition a été la nuit du huis clos de Lille, le 30 novembre 2014. Un plan rapide sur la présentation. Je vais parler de l'origine de ce projet, de comment il a fonctionné en deuxième, et ensuite, en troisième partie, comment il a été reçu par les joueurs, et surtout les leçons qu'on a pu en tirer. Mais surtout, en plus des techniques, j'ai voulu faire ce jeu pour répondre à un certain nombre de préjugés sur le narrativisme, alors qu'ils sont très présents en France, peut-être différemment en Belgique, autour du narratif commun. Alors, le premier, c'est que pour certaines personnes, le narrativisme, c'est très difficile de concevoir ce que c'est en disant moi, dans n'importe quel jeu, je vais faire l'histoire de mon personnage. Donc oui, c'est pas seulement le fait de faire une histoire, mais le fait que la construction de l'histoire soit la priorité et surtout que la construction de l'histoire soit coopérative. Il y a aussi, dans ce cadre-là, l'idée qu'on va donner beaucoup de liberté aux joueurs pour s'approprier l'histoire et pour la construire à leur manière. Pareil, je reviendrai sur l'utilisation du free play dans ce type d'approche. Deuxième préjugé qu'on rencontre. Alors ça, pour le compte, c'est très français. Si ça vient du Nordic LARP, c'est que c'est un truc de snob, c'est que c'est quelque chose de très arrogant. Alors effectivement, certains discours malheureusement, ont tendance à vouloir dire que le narrativisme, c'est plus abouti, c'est plus mature. Donc il peut y avoir aussi ce genre de préjugés, parfois des choses qui sont de l'ordre de la querelle de chapelle. Et ici, le but, c'était de dire que non, c'est pas forcément mieux, c'est pas forcément moins bien, c'est juste une approche bien spécifique qui va posséder ses codes et ses propres intérêts. Dernier point, un peu un corollaire du précédent. Effectivement, de dire oui mais alors c'est compliqué, il n'y a pas d'objectif, on est censé donner toute liberté aux joueurs pour construire l'histoire, mais comment ça fonctionne? Si moi j'ai pas de cadre, je sais pas où je vais aller. Ça pour le compte qui est peut-être l'objection la plus valable et qui était quelque chose donc, que j'ai essayé de garder en tête pour arriver à mon objectif final et ma conclusion, donc de réussir à avoir quelque chose qui soit fonctionnel, qui reste ludiquement pertinent, dont on puisse s'emparer, mais qui soit aussi accessible. Donc première partie, comment j'en suis arrivée à vouloir faire ça. Alors, la base, c'était donc de tester ces métatechniques sur un format court, c'est-à-dire quelque chose qui ne demanderait pas trop d'investissement aux joueurs, aussi bien en temps qu'en costume. Le point suivant, c'était une exploration thématique. Pourquoi ? Parce que j'avais envie d'utiliser ces techniques pour un grand format que j'envisage de faire autour de la thématique du harem.
et sur des thématiques qui portent aux questions de sexualité, d'intimité et de rapport de pouvoir. Parce que traiter la sexualité en GN actuellement, c'est encore souvent un sujet tabou. Il y a beaucoup de débats là-dessus, j'y reviendrai aussi. Et donc, le projet AREM, pour moi, c'était faire ça, faire un GN qui porte sur ces questions-là. Mais là encore, pour ça, j'avais besoin de techniques de faire une approche. Donc, j'ai cherché un univers dans lequel on retrouverait ces thématiques-là, la question de la sexualité, la question des rapports de domination, et ça m'a amené à réfléchir à un format maison close. Les contraintes du format, une fois encore, court. On est autour de 4-5 heures de jeu, là encore, parce que ça permet de développer suffisamment, mais de ne pas avoir le même investissement en tant qu'un GN sur un week-end complet. Un équilibre des rôles, on a 4 rôles féminins, 4 rôles masculins, mais là encore un petit nombre de joueurs pour faire une mise en place qui soit facile. Des personnages qui soient écrits par l'organisation, où là j'ai essayé de faire quelque chose de composite. Très souvent sur les formats courts de cible, on a des personnages qui sont juste archétypaux, qui vont être le plus court possible. Là j'ai essayé d'avoir quand même un peu de développement de personnages, alors sans avoir, point suivant, des fiches trop longues, mais avec quand même des éléments qui soient peut-être un peu détaillés. Et surtout, le point le plus important, c'est vraiment de dire dans la communication qu'il n'y a pas d'intrigue, qu'on est sur une approche qui va être de l'ordre de l'intimiste, qui va être de l'ordre de la tranche de vie, dans lequel l'objectif vis-à-vis des personnages, c'est de construire cette histoire ensemble. Alors pour l'instant, ça reste encore un peu vague, mais concrètement, il y a des manières d'y parvenir, ce qui m'amène aux métatechniques utilisées. La première, et celle qui fait beaucoup débat chez nous en ce moment, c'est la transparence. La transparence, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire aucun secret. On n'est pas là pour découvrir les secrets du personnage, on n'est pas là pour découvrir les secrets du monde. Tout le matériel de base du jeu, toutes les fiches de personnages sont accessibles aux joueurs dès le début. Alors, ils ont chacun un rôle attribué. En tant qu'orga, je me charge de l'attribution des rôles, mais ils peuvent lire tous les rôles des autres. Ils peuvent avoir connaissance de tout ce qu'il y a. Quel est l'intérêt ici ? Déjà, en termes de... Alors, la transparence, une fois, c'est quelque chose qu'on peut faire de manière totale ou pas. Là, sur ce jeu-là, la transparence est vraiment totale, tout est accessible. Pourquoi ? Parce que ça permet de dire... Il n'y a pas d'intrigue, il n'y a pas de secret du monde, il n'y a pas justement de compétition entre joueurs pour savoir lequel va le mieux tirer son épingle du jeu ou lequel va le mieux assurer la survie de son personnage. On est là pour construire une histoire ensemble, donc on va prendre tous ces éléments-là et ensuite voir comment est-ce qu'on peut les faire évoluer. On est dans l'idée de construire un peu une tranche de vie de l'histoire de ces personnages, de voir comment s'établissent entre eux les rapports de domination, les rapports de séduction, ou parfois même les rapports d'affection, parce qu'il peut aussi y avoir des choses positives. Donc ça favorise la coopération entre les joueurs, ça favorise le développement entre personnages, surtout des personnages qui pour certains sont censés se connaître depuis des années, donc ça permet de voir comment est-ce qu'on va construire un réflexe les uns par rapport aux autres. Et ça permet aussi, puisque la question du free play a été abordée, là de pouvoir faire son free play de manière tranquille, dirais-je, puisque tout est accessible aux joueurs de base, donc ils peuvent très bien faire leur free play sans avoir peur justement de problèmes de cohérence ou de saboter quoi que ce soit, puisque là tout est bien posé d'avance. Lars Amandi, donc une thématique autour de la sexualité, c'était la technique principale que j'ai voulu tester sur ce jeu-là. C'est une technique que j'apprécie beaucoup parce que je trouve que en termes de simulation de sexualité, elle permet de faire beaucoup de choses. Alors là-dessus, il y a deux approches dans Lars Amandi. Effectivement, ce que présentait Gilles avec avoir une approche de dire finalement, maintenant, dans le monde dans lequel on se situe, la sensualité, c'est uniquement les bras, etc. Et donc, ce que vous voyez, c'est vraiment ce qui se passe. Là-dessus, moi, j'aime bien Lars Amandi comme vraiment instrument de simulation, c'est-à-dire on reste sur le contact uniquement des bras parce que ça garantit la sécurité et l'intégrité physique du joueur. Mais on est quand même en train de représenter de la sexualité. Pourquoi ? Parce qu'en termes d'imaginaire, par rapport aux univers que j'essaye d'explorer là, la maison close, le harem, donc des choses où il y a vraiment une logique de domination, c'est important que l'imaginaire des joueurs invoque des images de sexualité réelles. Là-dessus, néanmoins, ça permet de faire passer beaucoup de choses. Alors moi, j'aurais voulu prendre 2 minutes pour montrer un peu concrètement ça se passe. Donc si quelqu'un veut me servir de démonstrateur, c'est vrai, sinon... Alors oui, il y a ça aussi. Déjà, dans un premier temps, on peut commencer simplement par au moins enlever les couches supérieures et ensuite, et sur des choses comme ça. Alors, toujours rester dans la zone bras-épaules. Alors en tant que tel, bon, c'est neutre, c'est pas forcément intéressant. Après, on va savoir le type d'intensité qu'on va pouvoir mettre. Est-ce que je vais être timide ? Est-ce que je vais avoir peur ? Le regard aussi est très important parce que là, on commence à rentrer un peu dans la zone de confiance de l'autre. Est-ce que d'un coup, j'en ai vraiment envie ? Donc, je vais voir y aller. Est-ce que je vais être insistant ? Est-ce que je vais vouloir mettre de la tendresse, avoir quelque chose qui va être plus personnel ? Est-ce que je suis dans la violence ? Et là, je montre que c'est moi qui suis en contrôle là-dessus. Est-ce que finalement, ensuite, on a terminé ? On va être dans quelque chose qui va être plus calme, qui va être plus apaisé.
On peut mettre les deux bras du même côté, on peut avoir des gestuelles différentes, on peut se regarder à un moment. La manière dont on va respirer aussi va traduire ce genre de choses. On est vraiment sur quelque chose qui est de l'ordre du langage corporel. Alors, la technique à froid, je reviendrai sur les limites du registre. Voilà, en général, peut avoir tendance un peu à faire rire. Donc ça, je reviendrai sur la préparation, ce qu'on fait en atelier ou autre. Mais ensuite, une fois intégré dans le cadre du jeu et lorsqu'il y a un vrai référent des personnages derrière, on se retrouve avec une métatechnique qui va être de l'ordre du langage corporel et surtout qui n'induit aucune rupture de jeu. Parce qu'on commence par se prendre les mains, ensuite on avance progressivement. Et donc ça permet d'être dans la simulation de la sexualité, mais encore d'une manière qui est toujours très sécurisée, puisqu'on est dans des zones qui sont clairement délimitées, uniquement mains, bras, épaules, rien au-delà. Dernière technique, la black box. Alors, la black box, qu'est-ce que c'est? Est-ce que tout le monde sait ce que c'est? Non, peut-être pas. Alors, la black box, c'est une pièce qu'on tapisse entièrement en noir, d'où son nom, et dans lequel on va pouvoir jouer ce qu'on appelle des métascènes, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas sur le temps du jeu immédiat. Le plus souvent pour jouer des scènes du passé du personnage, ou des scènes du futur possible du personnage. Ce qui se passe dans la black box, c'est pas forcément ce qui va être le futur, mais ça permet de tester des choses. Un exemple type d'une scène de black box, montrer comment ça peut se développer. Un des personnages du jeu, à un moment au cours de l'histoire, est en deuil de sa femme. C'est mentionné très brièvement parce que les fiches sont courtes. Alors, en écrivant des fiches très longues, comme on peut l'avoir dans certaines approches de jeu, on pourrait raconter cette histoire de deuil. Qu'est-ce que j'ai fait sur la première session? J'ai simplement invité le joueur qui jouait ce personnage dans la black box et j'ai joué la scène de la mort de sa femme, dans laquelle je jouais la mort de l'épouse. Et ce qui fait qu'ensuite, quand le joueur est reparti dans la continuité du jeu, le deuil de sa femme qui était au départ mentionné en une ligne qui n'aurait pas forcément eu énormément d'impact, là il venait d'être joué avec en plus énormément de tension entre la femme, le mari qui l'a trompé pendant un moment. Et donc là, le remords et les tensions vis-à-vis de la mort de sa femme étaient devenus bien réels parce qu'on avait joué cette scène, et en même temps une scène qui avait été très brève, et donc qui n'avait pas interrompu la continuité du jeu. Un autre exemple? Oui, je reviens sur un autre exemple, puisque j'ai eu, au cours de ce format qui était assez nouveau pour moi, c'était très court, donc ça a été très intense. Par contre, j'ai voulu, d'une certaine manière, remercier l'organisatrice. Et donc, nous avons fait un épilogue dans cette fameuse black box, qui se passait donc 10 ans après les événements qui avaient été joués, où je retombais en fait sur l'organisatrice jouait en fait la mère Maquerelle de cette maison close, et où mon personnage venait finalement dire une oraison funèbre sur la tombe de cette mère Maquerelle, qui était une forme de... À la fois le personnage remerciait cette dame, et c'était ma façon à moi en tant que joueur de remercier l'organisatrice. Et ce qui en plus faisait une bonne conclusion pour le personnage, qui faisait aussi un peu le bilan de sa progression et de son parcours. Et là encore, dans quelque chose qu'on n'aurait pas pu faire dans un déroulement qui aurait été totalement linéaire. Et donc, sur la base de tout ça, comment est-ce que ça se déroule? Comment est-ce que ça a fonctionné? Alors là-dessus, je vais passer très rapidement sur ce qui est le mode de fonctionnement du jeu. En revanche, il y a quelque chose de très important, c'est la préparation au jeu. Alors du fait du format court, on était quand même sur un temps assez contraint, mais j'ai quand même pris le temps d'avoir un atelier de préparation au jeu, en particulier pour parler des techniques, pour parler de la thématique, et afin que tous les joueurs fonctionnent sur le même niveau. Alors, j'ai appelé ça un briefing participatif, parce qu'en pré-jeu, il y a toujours l'orga qui doit faire son rappel de règles ou autre. Mais là encore, et je pense que je vais accentuer ce point-là, j'ai essayé quand même d'impliquer au maximum les joueurs et de les faire participer. Donc dans cette préparation-là, qu'est-ce que j'ai fait? Donc d'abord, c'est présenter le concept, expliquer ce que c'est que le narrativisme. Là encore, beaucoup de gens disent, mais pour faire du narrativisme, il faut connaître toute sa théorie GNS par cœur. Expliquer rapidement que le but, c'est simplement de raconter une histoire tous ensemble. La finalité de la transparence et des techniques, ça peut aller très vite. Ça, c'est vraiment un point qui, pour moi, a été la grande leçon, c'est de dire on peut expliquer ce que c'est qu'une approche narrativiste sans avoir besoin d'en faire un cours magistral, parce qu'ensuite, on se lance en jeu et ça fonctionne très rapidement. Ensuite, j'ai impliqué les gens en leur demandant de présenter leur personnage, qui est une technique assez classique, et de décrire leur personnage avec 2 adjectifs majeurs. Là-dessus, ça permet que tous les joueurs et les personnages se repèrent entre eux et d'avoir une approche assez rapide. Point suivant, présentation
des métatechniques, ce qui est probablement l'un des points sur lequel je ferai pas mal de changements d'ici la prochaine fois, mais au moins expliquer l'arsamandi, expliquer la black box en particulier, parce que là encore c'est vraiment une technique dont la plupart des joueurs n'étaient pas vraiment familiers. Et pour finir, une technique de présentation que j'aime beaucoup, qu'on appelle le hot seat. Le principe, qu'est-ce que c'est? C'est que chaque joueur dans son personnage va être soumis à un bombardement de questions de la part de tous les autres participants. Alors là-dessus, c'est une technique qui est le prolongement du fonctionnement en transparence. Ce sont les joueurs qui vont poser des questions au personnage, mais ça leur permet de comprendre le personnage, de comprendre quelles vont être ses peurs, quelles vont être ses attentes, quels vont être ses enjeux, et une fois dans le jeu, d'appuyer directement sur ces problématiques-là, de savoir directement comment interagir au mieux avec le personnage, plutôt que d'être dans l'approche des jeux à secret classiques où on essaye de se découvrir, on essaye de creuser les secrets du personnage, ce qui parfois peut faire des dialogues qui tournent un peu en rond. Là, avec un temps court, cette technique-là permet de savoir directement, voilà, tel personnage, sa problématique est ça, donc si je veux faire des scènes, une interaction, une histoire intéressante, il va falloir que j'aille chercher ce type de thématique. Donc, passé cet atelier de jeu, on parle sur le déroulement du jeu à proprement parler, avec une autre technique, une fois encore, il y en a plein, qui est ce qu'on appelle le séquençage, c'est-à-dire le découpage en actes. Les 4 heures de jeu effectives sont découpées en 3 parties, c'est-à-dire 3 actes qui représentent 3 moments de l'année. Quel est l'intérêt de ce type de découpage? C'est qu'on va jouer le personnage sur un temps qui est plus long. Alors ça veut dire que par moment, il y a, ça aussi c'est une raison pour laquelle le séquençage aussi, c'est quelque chose qui est un peu difficile dans une approche classique. Ça veut dire qu'il va y avoir des moments où il y a des interruptions de jeu. Je vais expliquer comment elles sont mises en œuvre. Donc très souvent, la peur, c'est de dire, s'il y a une coupure du jeu comme ça va casser mon immersion dans le personnage et je ne vais pas réussir à y revenir. C'est un risque. Mais dans ce type d'approche, comme d'autres métatechniques, comme les scènes en black box par exemple, qui constituent aussi une interruption, c'est une question d'économie d'échelle, c'est-à-dire on va avoir un très bref temps de rupture hors jeu, mais qui va permettre ensuite de se relancer dans quelque chose d'autre et de regagner en efficacité. Ici, on a effectivement une brève rupture hors jeu, parce que c'est un passage du temps, mais ça veut dire que pendant ce temps-là, le joueur peut se poser des questions, de dire d'accord, il va s'écouler 5 mois, comment est-ce que mon personnage va évoluer? Donc des choses qui parfois, quand on a un jeu que sur un temps court paraissent précipitées parce que le personnage dans le même temps doit résoudre ses passions amoureuses, ses problèmes, creuser des intrigues, découvrir les secrets, donc on a parfois une sursaturation de l'information. Là, ça permet de jouer sur le temps long, de dire d'accord, je construis vraiment l'évolution du personnage. Alors ici sur une année, parce que mes 3 actes représentent une année entière, mais avec la black box, en imaginant ce que va être le personnage dans 2 mois, dans 10 ans. Donc chaque acte se déroule en 2 phases. Une première phase qui est vraiment de l'ordre du roleplay classique. On est dans la maison close, on discute, on négocie les tarifs, on négocie entre clients, la patronne, on négocie entre prostituées. Et ensuite, une phase d'entretien qui est celle où les prostituées et les clients partent faire leur affaire. Pourquoi est-ce que cette phase pour moi était importante? Là encore parce que pour moi c'était vraiment un huis clos dans lequel la sexualité était au centre, donc il fallait qu'il y ait des phases, en plus des phases contraintes, parce que vous êtes des prostituées, donc au travail les filles. Et cette phase d'entretien ensuite se conclut par une transition musicale qui est bien identifiée dès le début, que je présente au moment de l'entretien, pendant laquelle on passe à l'acte suivant. La fin du jeu, même chose, a sa propre thématique musicale. Et ensuite, il y a, comme toujours, une phase de débriefing, mais que je fais très courte en demandant simplement aux joueurs de cibler sur un moment du jeu qui aurait pu les marquer. Même chose, ça c'est aussi une partie qui va connaître d'autres améliorations. Alors, surtout sur le déroulement du jeu, la question c'est de savoir ces métatechniques, est-ce qu'elles ont fonctionné, comment elles ont fonctionné et quelles ont été les limites. Alors, sur la transparence, c'est une des techniques sur lesquelles j'avais eu le plus de retours négatifs au moment de la préparation du jeu, en particulier un des participants qui avait vraiment dit mais s'il n'y a pas de secret, s'il n'y a pas d'intrigue, pour moi il n'y a pas d'objectif, je vois pas comment je vais pouvoir faire ça, et qui finalement a le mieux fonctionné parce que beaucoup de joueurs se sont dit très contents d'avoir pu construire l'histoire du personnage sur le temps long, de ne pas avoir l'artificialité de parfois devoir résoudre toutes les problématiques de la vie d'un personnage en quelques heures. Et donc, même si le travail d'enchaînement des actes reste encore à peaufiner, globalement, la transparence, qui était un des points les plus difficiles, a finalement été l'un de ceux qui a posé le moins de problèmes.
L'Arsamandi a aussi bien fonctionné dans l'ensemble, là-dessus, en nécessitant peut-être plus de travail au niveau de l'atelier préparatoire, avec une meilleure compréhension, parce que la toute première utilisation, en général, voilà, c'est un peu maladroit, on rigole, on ne sait pas trop, on trouve ça bizarre. Ça demande un peu de mise en pratique, et là encore, il va y avoir encore un peu de travail à faire là-dessus. Sur la black box, même chose. Alors, les scènes qui sont passées en black box ont en général été très bien reçues. La black box, même chose. C'est une technique qui est très intéressante, qui permet de faire plein de choses, mais qui n'est vraiment intéressante qu'à partir du moment où on a bien compris comment se l'approprier. Alors, sur ce jeu-là, j'avais incité les joueurs en disant essayez au maximum d'en faire. Et en tant qu'orga, j'ai énormément été chercher les joueurs pour leur suggérer des scènes. L'une des scènes les plus réussies, ça a été quand j'ai invité 2 joueurs à aller dans la black box et où je leur ai suggéré une scène, même chose qui se passait dans le futur de leur personnage, qui étaient des proches amis et qui se passait au moment de la mort du premier. Et ils ont eu une scène très très intense dont ils m'ont dit qu'elle a été leur meilleur souvenir du jeu après. Mais effectivement, ici, j'ai initié énormément de choses parce que maîtriser cet outil-là demande un peu d'entraînement. Une fois qu'on en a l'habitude, une fois qu'on sait toutes les possibilités qu'il y a et la manière dont ça peut enrichir une expérience de jeu, c'est extrêmement efficace. Mais c'est vraiment une technique qui n'est pas du tout intuitive et là qui demande au début un peu de pousser les joueurs. Voilà pour l'organisation du jeu. J'ai un peu débordé sur la thématique suivante. Donc finalement, comment est-ce que ça a fonctionné et pourquoi est-ce que maintenant je viens vous parler de ce jeu-là? Alors d'abord parce que la réception des joueurs a été dans l'ensemble positive, voire extrêmement positive. Par rapport à tout ce que Muriel vient de vous présenter, et de mon expérience en tout cas de Géanis Belge, c'est un fameux changement de paradigme, mais j'invite vraiment tout le monde en fait à y participer, surtout si en fait votre objectif en faisant du jeu de rôle, c'est d'avoir des sentiments et du ressenti. Moins finalement de l'adrénaline, quelque chose d'épique qu'on retrouve beaucoup chez nous. Et là par contre on est donc sur un jeu plus intimiste, plus rapide aussi, plus intense. On est sur un format de 4 heures où on joue 3 actes qui se déroulent sur 1 an, avec entre chaque acte, ce que Muriel n'a pas précisé autour de son histoire, qui me paraît important, c'est au début en fait on est dans une maison close, nous sommes 4 clients face à 4 prostituées. Ensuite dans le deuxième acte, nous apprenons en fait que la maison close va se fermer et les personnages sont impactés. Je joue un préfet de police qui était un peu ennuyé entre le fait que je suis obligé d'appliquer la loi, mais en même temps je me plais vraiment ici, et dans un troisième acte qui était à peu près les derniers moments en fait de la maison close. Donc c'est des transitions qui sont excessivement importantes et où finalement toute la concentration du jeu, un peu pour rebondir sur ce que disait Gilles, on se fout un petit peu de toutes nos problématiques et on fonce à fond dans l'histoire pour la faire vivre avec les autres et pour soi. Donc c'était vraiment quelque chose qui pour moi était excessivement intense et qui par derrière m'a permis d'explorer beaucoup de techniques qui, je le reviendrai plus tard avec vous, ont effectivement leurs limites. Les aspects positifs pour moi en tant qu'organisatrice, c'était déjà donc d'avoir une véritable expérimentation sur ces techniques-là, de voir d'un point de vue d'orga comment est-ce qu'elles fonctionnaient, puisque j'avais déjà eu l'occasion de les voir en tant que joueuse, mais les mettre en œuvre, ça demande un degré d'implication supplémentaire. L'aspect le plus positif, et celui qui m'a aussi amené à en parler aujourd'hui, c'est que, alors malgré un certain nombre de difficultés sur lesquelles je vais revenir, mais le jeu a très bien tourné dans l'ensemble, surtout sur une nuit du huis clos, sachant qu'on a joué entre minuit et demi et 4h30 du matin, donc un horaire où on est très fatigué, c'est difficile, on parlait des contraintes physiques. Surtout donc avec des joueurs qui, à l'exception notable de Gilles, n'avaient aucune connaissance du narrativisme, du GNS, et qui sont quand même rentrés très facilement dans l'histoire, qui se sont appropriés aussi les métatechniques très facilement. Après la fin du jeu, j'ai appris qu'un des joueurs, c'était son premier GN, on n'avait jamais fait avant. Et même chose, il a très bien accroché aussi, donc surtout moi donc vérifier la pertinence des techniques, ça avait été un point positif sur moi, mais surtout le vrai point positif, c'était de me rendre compte qu'en fait c'est quelque chose de simple, alors que vraiment, une fois encore c'est peut-être proche à la culture française, mais c'était considéré comme quelque chose de très compliqué, très intellectualisé, très abstrait même par moments, alors qu'en fait ici, avec une expérience vraiment concrète, et sur un terrain pas forcément évident de base, on pouvait avoir des choses qui fonctionnent très bien et qui donnaient des très belles scènes entre joueurs. Alors les difficultés principales, ça a tenu
au cadre. Donc je vais venir sur les éléments d'exploitation. Donc comme on était en nuit du huis clos et qu'en plus on a commencé plus tard que prévu, j'ai donc déjà la partie préparation pré-jeu a été plus courte qu'elle a été. J'ai raccourci aussi les actes. Enfin, j'ai élagué un certain nombre de choses, véritablement faute de temps, et ça a été le principal problème. Donc en termes d'amélioration, je vais rajouter plein de choses. Alors d'abord, j'ai 2 rééditions programmées très prochainement, donc dans lesquelles je vais essayer d'avoir vraiment la version construite, complète, et en améliorant les principaux problèmes. Donc principalement sur l'atelier pré-jeu, et en particulier l'appropriation des techniques, et surtout de l'Ars-Amandi. Là, je vais étendre un peu plus le travail pour justement essayer de réduire au maximum la gêne et la difficulté qu'il y a à expérimenter la technique au début. Ensuite, être plus précise aussi sur la communication autour de ce jeu. Donc là encore, j'ai vraiment cerné pas mal de choses, mais je vais essayer d'approfondir ces éléments-là pour expliquer là encore quelle est la finalité et surtout vers quoi on se dirige. Donc passer ces 2 rééditions, je le ferai probablement rejouer, mais ensuite je compte le mettre en ligne, là encore pour essayer d'inciter la curiosité autour de ces pratiques et ces choses-là. Et donc ce qui était l'objectif de base, c'est ensuite d'amener ces techniques-là sur un plus grand format, parce que mon objectif final à plus long terme, c'est d'essayer effectivement d'amener ces techniques sur ce qui est du jeu à la française plus classique, c'est-à-dire avec un développement des personnages importants, alors qui représentent effectivement une contrainte vis-à-vis du free play, parce qu'on a souvent des personnages qui vont être très détaillés, surtout du point de vue psychologique, donc qui constituent parfois des rails dans lesquels on va mettre les joueurs, mais en même temps essayer de trouver un compromis entre ces éléments-là, parce que la richesse du personnage, pour moi, c'est quand même aussi ce qui fait un peu la force de cette scène, mais avec ces techniques qui permettent justement aussi, puisqu'on parlait de la liberté du joueur, de donner plus de liberté dans la construction de l'histoire et dans l'appropriation de l'histoire. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ça, c'est encore une autre question, mais en tout cas, avec ce jeu-là, je trouve que ça représentait vraiment une étape intéressante dans la réflexion à avoir autour de ces techniques, autour de la manière dont on donne de la liberté aux joueurs et dont on peut leur donner les instruments, les outils, parce que la métatechnique, c'est un outil, et pour moi, il faut vraiment que ça s'aborde du point de vue de l'outil pour pouvoir s'approprier complètement l'histoire. Voilà. Mon contact, si vous voulez, pour discuter, je suis sur le forum de murderparty.org, qui est excellent, n'hésitez pas à y aller, et un peu partout. Donc, voilà, et je vous remercie bien évidemment pour votre attention. Et si vous avez des questions, si vous voulez tester l'Ars-Amandi, vous pouvez aussi. J'avais une question au niveau du ressenti, parce que étant donné qu'on est effectivement, on joue sur une fibre émotionnelle très très forte, est-ce qu'il n'y avait pas un souci finalement entre ne plus faire la part des choses entre son personnage et le joueur, et aussi à l'inverse tomber entre guillemets amoureux non pas du joueur mais du personnage qui est joué par l'autre, et est-ce qu'il n'y a pas des problèmes à ce niveau-là, au niveau du ressenti, des choses qui sont peut-être trop fortes ou ingérables et qui peuvent amener à des malaises par rapport aux joueurs? Alors, on parle donc du bleed. Exactement. Parlons du bleed. Alors, il y a plusieurs choses. Des jeux de ce type, où l'approche qu'on cherche à avoir vise à créer un effet bleed parce que c'est considéré comme une composante importante de l'expérience. Là-dessus, il y a 2 choses. D'une part, c'est vraiment une question de choix dans l'approche du jeu. C'est soit on a envie d'aller dans des jeux qui génèrent ce type d'émotion, soit effectivement on se dit, pour moi c'est trop compliqué si je suis trop émotionnel vis-à-vis du personnage, ou si j'emmène les émotions du personnage avec moi. Donc je préfère ne pas faire ce genre de jeu du tout. À partir du moment où il y a ce type de possibilité, où il y a des joueurs qui vraiment adorent ce type de possibilité, ressentir des émotions, être investis, la question ça va être celle de la sécurité. Pour avoir de la sécurité vis-à-vis de ce genre de choses, c'est en ça que la préparation, les ateliers pré-jeu et surtout les ateliers de débriefing post-jeu aident énormément à cadrer ça. Parce qu'il y a des rituels, par exemple, de sortie de jeu, où on fait les rituels de sortie du personnage. Justement, le fait d'avoir un découpage en séquence ou d'avoir une perspective plus narrativiste, ça permet d'avoir un peu un type de recul par rapport à ça. C'est-à-dire de communiquer avec les autres personnages, à savoir ne pas hésiter à un moment très brièvement à sortir du jeu pour dire est-ce que ça va, est-ce que là ça peut continuer. Ça je l'ai pas abordé, mais il y a aussi l'utilisation de safe word. Si on se sent mal à l'aise, on peut dire cut pour arrêter complètement la scène, ou break pour dire on passe pas hors jeu mais on arrête la scène là, s'il y a un problème vis-à-vis de ça. Donc il y a des techniques, il y a des encadrements. Le but quand on est dans ce genre de choses là,
c'est d'assurer la sécurité des joueurs au maximum. Il y a beaucoup d'importance aussi qui est mise sur la communication. C'est si en sortant du jeu, j'ai encore l'impression d'avoir les sentiments du personnage ou que le personnage me manque, ça arrive, mais là encore, on communique autour de ce genre de choses, de dire si vous avez ce genre de difficultés, parlez-en. Si vous avez ce type de ressenti, c'est normal. Ça fait partie de la construction et on a un certain nombre de rituels pour permettre d'aider à la sortie du joueur, d'aider à la sortie du personnage. Et en même temps, c'est un peu le risque à prendre parfois pour vraiment se construire l'expérience qui va être la plus dense et la plus riche possible. Oui, merci pour ta présentation, Muriel. J'ai 2 questions. La première, c'est sur le débriefing. J'aimerais que tu développes un peu plus ce que tu as fait comme débriefing à la fin du jeu et si tu as prévu de faire quelque chose d'autre. Et la deuxième, c'est par rapport au genre, parce que sur murderparty.org, tu as dit que tu expérimentais un truc au niveau du genre, donc ça m'intéresse. D'accord. Voilà. Alors, sur le débriefing, ça a été un des grands points à améliorer, une de mes grandes frustrations, parce que quand on est arrivé au moment du débriefing, il était presque 5h du matin. La nuit du huis clos de Lille était finie à part pour nous et il y avait encore tout le site à remettre en place. Donc là encore, ça fait partie des choses que j'ai vraiment raccourcies. Alors en faisant ce qui me paraissait vraiment le minimum justement pour la sécurité des joueurs, donc faire une sortie du jeu un minimum ritualisé et prendre un tour de parole pour dire simplement est-ce qu'il y a un moment du jeu qui vous a marqué. Le débriefing, je compte l'étendre en organisant mieux la sortie de jeu, parce que qui était un peu brouillonne, hein, soyons honnêtes. Donc en faisant le tour de parole, en ajoutant une autre question, là encore, que j'aurais bien aimé poser, mais qui est si vous deviez réorganiser ce jeu, qu'est-ce que vous changeriez? C'est-à-dire avoir un retour technique immédiat des joueurs pour savoir ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, être capable d'améliorer ma pratique en fonction. Là que j'ai supprimé parce qu'il était vraiment trop tard. Voilà, et aussi rajouter possiblement une autre question qu'on a souvent dans les débriefings de sortie de jeu, dire simplement comment vous vous sentez à la fin du jeu. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous avez aimé votre expérience? Est-ce que vous avez des sujets de gêne ou d'inconfort, là encore, pour ouvrir la parole des joueurs? Et en précisant bien que si vous ne voulez pas parler non plus, c'est très bien. Ce qui est quelque chose qui me paraît important quand on est dans ce type d'approche, effectivement, que je n'avais pas pensé à faire jusqu'à présent. Ensuite, sur les questions de genre, dans la communication que j'ai fait autour du jeu et quand je le mettrai en ligne, je précise que je considère que c'est un jeu qui peut être dégenré, c'est-à-dire que sur ce jeu, les femmes peuvent jouer des rôles d'hommes et les hommes peuvent jouer des rôles de femmes. Pourquoi? Parce que là encore, on est sur une thématique autour de la sexualité, autour des rapports de pouvoir, et donc ici, sur quelque chose où on est basiquement dans la domination homme-femme. Et donc effectivement, ça me paraît intéressant, et j'ai déjà eu des demandes en son sens, qu'on puisse vouloir expérimenter ce jeu, ces rapports de domination, du point de vue de l'autre genre. Alors l'objection qu'on a très vite là-dessus, c'est oui, mais c'est pas immersif, une femme qui joue un homme, mais plus encore un homme qui joue une femme, parce que voilà, on accepte que les femmes portent des pantalons, mais alors l'inversion de genre pour les hommes, c'est beaucoup plus compliqué. Moi, ça va me sortir de l'immersion ou autre. Sauf que c'est pas le propos du jeu, puisque là encore, en termes il y a beaucoup de choses qui sont minimalistes. Typiquement, la première session, on l'a faite dans un grand open space. Donc pour moi, il faut être dans quelque chose où il faut accepter l'abstraction pour être dans quelque chose qui va être là encore de l'ordre de l'expérimentation et de la construction sociale. Donc si on a, et sur la prochaine session, j'aurai une femme qui jouera l'un des quatre rôles masculins. On va voir comment ça va se passer. Réponse la semaine prochaine. Mais pour moi, c'est important d'avoir une communication sur ces aspects-là, de dire on est dans un jeu qui va porter sur les rapports de domination homme-femme, mais ça n'impose pas que les clients soient obligatoirement joués par des hommes et les prostituées obligatoirement jouées par des femmes, parce que ce sont des rôles de genre. Et nous, joueurs, nous n'avons pas à être astreints à ce genre de choses. Alors après, même chose, c'est on l'accepte ou pas, on considère ça comme impossible du point de vue de l'immersion ou pas. Ça reste des questions de choix personnels, mais là-dessus, moi j'ai décidé d'intégrer ça dans ma communication pour bien expliquer dans quel type d'approche on se situait. Autre chose ? Pour répondre à ce que tu viens de dire là, effectivement, le physique est très contraignant, étant donné qu'à partir du moment où c'est une femme qui joue un homme, on a affaire à un physique féminin. Alors on peut imaginer évidemment des travestissements, mais pour moi,
c'est quand même extrêmement dur. Et du coup, je me demandais pourquoi est-ce qu'on n'ouvrirait pas effectivement les frontières avec des femmes clientes qui voudraient voir d'autres femmes ou des choses comme ça, pour rester sur un degré de réalisme peut-être lié au physique du joueur. Alors, parce que pour le compte, les personnages sont écrits de manière genrée. Alors, j'y ai pensé aussi. Sauf que là-dessus, c'est les contraintes du format court. Voilà, je suis restée sur quelque chose. Pour moi, la question, c'était des questions de domination, en plus qui sont doublées de rapports de domination économique et politique, puisqu'il y a le personnage du préfet de police, certains personnages qui ont des niveaux de richesse. Donc ça pose les questions des dominations à plein de niveaux. En 4 heures, j'aurais pas eu le temps de développer sur des choses là-dessus. Là-dessus, là encore, c'est quelque chose qui se teste et qui s'expérimente, mais parfois avec un effort de travestissement, même léger, et là encore, du travail en atelier pré-jeu ou autre, on peut arriver justement à gérer la fameuse suspension d'incrédulité autour de ça, à savoir, c'est une joueuse ou c'est un joueur, mais accepter que le personnage est un homme ou une femme. Et avec suffisamment de préparation en atelier, et avec un accompagnement là-dessus, et en prenant bien en compte que la véritable problématique, c'est la question de ces rapports de domination, ça fonctionne. C'était pour rebondir là-dessus. On a fait l'expérience cette année d'organiser Mad About the Boy, qui est un jeu dans lequel il n'y a que des femmes, puisqu'on est dans un futur où tous les hommes sont décédés. Et donc, il n'y a que des joueuses, à l'exception de quelques joueurs qui ont bien voulu faire l'effort de se travestir, etc. Ce qu'on remarque, c'est que le physique des hommes, une fois travestis, est un problème complètement mineur. Et c'est unanime. C'est-à-dire qu'on arrive sans aucune difficulté à accepter le physique de ces hommes travestis comme étant des physiques de femmes. Globalement, ça passe. Je pense que si l'expérience est faite d'un jeu avec uniquement des joueuses, ce sera facilité pour tout le monde d'accepter qu'on est dans un monde que de femmes, c'est sûr et certain. Mais ce qui pose le plus de difficultés, ce sont les comportements genrés dans le cadre de jeux masculins qui subsistent alors qu'ils sont censés jouer des femmes. C'est-à-dire que malgré le temps énorme passé, c'est un jeu avec 1 jour et demi d'atelier, donc c'est très long. Malgré le temps énorme passé dans ces 1 jour et demi à travailler les comportements de ces hommes qui vont jouer des femmes, on voit ressortir des comportements genrés extrêmement souvent, dont il est très difficile de se débarrasser pour les hommes. Pour vous donner un ordre d'idée, mais c'est vraiment anecdotique, mais ça donne une assez bonne idée. Les organisateurs ont suggéré que les hommes qui pensaient qu'ils allaient avoir du mal, qu'ils allaient être rattrapés par leur comportement genré, conviennent d'un code avec leur partenaire de jeu. Un code qui voulait dire « Attention, tu es en train de prendre trop de place, tu es en train de t'étaler, tu es en train d'adopter des comportements genrés que ton personnage ne devrait pas avoir. » Ce code, c'était saisir l'épaule du joueur et appuyer dessus comme ça. Et c'est les joueurs eux-mêmes qui avaient demandé « Faites-le, surtout faites-le ». Et à la fin du jeu, ils ont dit « Je ne l'ai pas eu assez souvent, je me suis vu rattraper par ces comportements. » Et unanimement, les joueuses et les autres joueurs eux-mêmes ont dit « Oui, ça, régulièrement, c'était une difficulté. » Beaucoup plus que le travestissement qui est assez secondaire selon moi. Alors moi j'aurais juste une autre remarque par rapport en fait à cette présentation. Et là je m'adresse surtout en fait au peuple GNiste belge. C'est puisqu'en fait c'est déjà quelque chose qui est comme Muriel en fait l'a dit de façon assez insidieuse en fait dans sa présentation. C'est je veux faire un format long, un grand format, mais avant d'y arriver je fais un format court parce que je veux essayer des métatechniques, je veux m'approprier certaines choses. J'ai entendu la présentation de Gilles qui disait voilà clone pour 2016 avec des nouvelles techniques, du narratif commun, etc., etc. Je crois que et ça fait aussi écho en fait à mon expérience professionnelle qui dit si jamais tu envisages un projet qui est énorme mais que tu ne valides pas des étapes avant, tu vas profondément te planter, et tu vas mettre beaucoup d'énergie et tu ne vas pas avoir le résultat attendu. Donc en fait j'encourage finalement le passage au huis clos ou au format court dans les activités des GN belges pour du moins les personnes qui voudraient valider des techniques ou se les approprier ou même créer une communauté. En tout cas ça reste un de mes objectifs personnels, de créer finalement une communauté autour de ces expériences pour pouvoir aller plus loin dans le GN. C'est une bonne conclusion, je pense. Très bien, merci. Merci à tous.